Mesdames, Messieurs, bonjour, très bon réveil à tous. Je suis ravie de vous accompagner ce matin dans ce nouveau numéro de votre émission Bonjour d'Algérie. Nous sommes donc le mardi 8 décembre. Djawdet Gessouma sera avec nous et à travers sa rubrique littéraire, il a choisi de nous présenter ce matin un beau livre, un recueil de photographies intitulé Oasis, images d'hier, regard d'aujourd'hui. Flabraz nous rejoindra également dans un tout petit moment et à travers sa rubrique pédagogie, nous nous intéresserons ce matin à l'enseignement des enfants autistes en Algérie et à l'importance des auxiliaires de vie scolaire AVS pour les accompagner dans leur parcours. Nous parlerons également du centre accompagnement des malades ADM avec Madame Houssine Melika et Monsieur Sidali Amir de l'association Les Chemins du Savoir pour parler justement du travail qu'ils font en collaboration pour la prise en charge des malades. Et puis nous recevrons Monsieur Fatah Abed pour parler de la plateforme Ahmini initiée par des professionnels de la santé pour véhiculer une information fiable sur la toile, des informations sur la Covid-19. Et puis nous aurons en direct avec nous de Tikjda, Monsieur Zindine Lecheb, président de l'association Les Amis, les randonneurs du Djurdjura. Il nous parlera des activités que proposent les membres de cette association pour les amateurs d'activités en plein air. Voilà donc tout le programme que nous vous proposons ce matin à travers cet espace. Et avant de retrouver les invités, je vous propose une première halte, donc celle du point météo avec Amel Laribi. À tout de suite. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum. Bonjour Amel. Bonjour Lydia. Comment ça va? Ça va, merci. Froidement? Froidement, oui. Alors, quelles sont les nouvelles du ciel? Donc, il y a un changement. On a pu profiter d'un petit soleil, tout timide hier. Oui, voilà. Franchement, vos prévisions étaient très justes. Bravo. Merci. Alors aujourd'hui, ça va changer. D'accord. Alors, bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, on aura un temps plutôt venteux à l'ouest et au centre. Puis, le ciel deviendra de plus en plus nuageux sur l'ouest et le centre. Et Météo Algérie a émis une vigilance orange concernant les vents qui vont souffler entre 60 et 70 km/h et même parfois les 80 sur les régions de l'ouest. Les wilayas concernés sont Oran, Tlemcen, Ain Timouchent, Mostaganem, Chlef, également Tipaza. Et cette validité va se terminer à partir de midi jusqu'à 1h de l'après-midi. Donc le ciel restera le plus souvent nuageux sur les régions de l'ouest, le centre également, l'est du pays, avec des pluies parfois sous forme d'averses orageuses sur les régions du centre, mais plus près des côtes. Quelques pluies vers l'intérieur ouest et centre, puis les pluies vont être localement assez marquées, mais en fin d'après-midi vers ces régions. Sur l'est, toujours un ciel nuageux, avec quelques pluies l'après-midi qui vont s'accentuer toujours en fin de journée. À noter quelques flocons de neige, mais en soirée, sur les sommets du centre, dépassant les 1200 mètres d'altitude. La moitié sud, excepté quelques nuages vers le Nord Sahara et les Oasis, et partiellement voilé l'extrême sud, le Égard et le Tassili. Ailleurs, le soleil sera bel et bien présent vers la Saoura, le sud-ouest, le Sahara central, également le Sahara oriental, et à noter des soulaments de sable vers le Nord Sahara et le nord des Oasis. Les températures, la journée, eh bien, Météo Algérie a prévu un minimum de 10 degrés du côté d'Al-Bayad, 11 Tiaret, également Djelfa et Batna, 15 Constantine, 13 à Tizi Ouzou, 15 degrés à Alger, 17 à Annaba, 18 Oran, Tlemcen, également Bécha, Biskra, 20 à Gardaya, 23 à Tamanrasset et Janet, 22 à Drarin Salah, et le maximum, comme toujours, à Borj Beji Mourtari Ngzam avec 33 degrés. La mer aujourd'hui, eh bien, elle sera très agitée avec ces vents qui vont souffler assez fort sur pratiquement l'ensemble des régions côtières. Les vents souffleront entre 40 et 80 km/h sur les côtes ouest, 50 à 80 km/h sur les côtes centre et 40 à 70 km/h sur les côtes est, de secteur ouest à sud-ouest. On va faire un petit voyage du côté de l'Europe où le ciel restera tantôt nuageux et tantôt ensoleillé. À Berlin, également Londres, Paris et Lisbonne, peu nuageux à Madrid, mais un beau soleil à Moscou, un temps nuageux du côté de Vienne et de la pluie prévue à Rome. Le mercure affichera un minimum de moins 4 degrés Moscou et Kiev, 7 à Berlin et Vienne, 4 à Londres, 6 à Paris, 9 à Madrid, 13 à Rome et enfin 15 degrés le maximum à Lisbonne. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi, et d'ici là, très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum.
Alors, Amel, des températures en baisse, des vents aussi. Oui, les vents vont souffler assez fort. D'ailleurs, la mer sera très, très agitée aujourd'hui. Hein. Ce qui est sûr, c'est que ça mettra tous les membres de la famille d'accord ce soir autour de la table. Ah oui. Autour de lentilles ou de bonne loubia chaude. Donc ça va concilier tout ce soir. On ne va pas se contredire. On n'aura pas de problème pour le menu. Très bien. Amel, on vous retrouvera à midi à 19h pour les 2 points météo. Voilà. D'ici là, prenez soin de vous et passez une très bonne journée. Très bonne journée également. Donc, et on vous propose, Amel, une petite pause musicale avec le groupe britannique Oasis. Et il est à rappeler que l'émission de ce matin est sponsorisée. Voilà, une belle chanson pour accueillir Djawdet Gessouma ce matin. Bonjour. Voilà, bonjour. Comment ça va? Ça va, très bien, surtout avec la chanson. Allez, il y a au moins un mot qui ressemble au livre Oasis, donc le groupe Oasis, et vous ce matin. Voilà, donc je remercie l'humour de toute l'équipe. Voilà. Mais ils disent quand même Wonderwall, et donc le Wonderwall, c'est un peu le mur d'image, donc c'est un peu nostalgique et tout. C'était quand même assez bien choisi relié, quand même, voilà, tout à fait. Très bien. Et donc voilà, aujourd'hui nous nous sommes posés bien tranquillement dans une oasis, éditée chez Chihab, plus de 60 pages pour si vous voulez, c'est une assemblée de personnes, d'auteurs. Puisqu'ils sont plusieurs, dirigés par le Zahari Leptar, qui est un peu le maître de cérémonie de ce livre. Et donc, c'est un livre assez original. C'est un livre... considéré comme un beau livre dans la catégorie des beaux livres. Considéré, oui, comme un beau livre. Mais c'est aussi un livre d'ethnographie qui sort un peu de l'ordinaire. C'est des photos qui ont été prises entre 1890 et 1940. Et ça s'appelle Oasis, donc image d'hier, regard d'aujourd'hui. Coordonné par Al-Zahari Leptar. Et c'est des photographies du CCDS de Gherdaya. Donc c'est quoi le CCDS de Gherdaya? N'est-ce pas? Donc c'est le centre culturel de documentation saharienne. Oui, tout à fait. Voilà. Et ça a été pris par les Pères Blancs. Exact, c'est des photos prises par les Pères Blancs. Photos prises par les entre 1890. Entre 1890 et 1940. Voilà. Donc, il y a de la poésie dedans. Les textes sont de Amal Mahdi, Jamal Mati, Kultum Stali, Abdelrahman Djelfaoui, Samira Qaddour Bouzidi, Selma Guttaf, Youssef Merrahil, Zahari Leptar, Om El Khair Fallag, Aïcha Bou Abbassi, Qaddour Bouzidi, qui d'Alger, en passant par Blida, Al-Rouat, Kabylie, de Ouargla ou de France, sont tous venus donner, si vous voulez, une idée ou une sensation de ce qu'est l'oasis. Tout à fait. Mais en même temps, là, nous sommes sur des escales photographiques prises par les Pères Blancs qui travaillent pour ce CCDS. Et pour une fois, ce ne sont pas des images voyeuristes, ce ne sont pas des images, comme disait Abdelmalek Alloula, des images bassement érotisantes ou des images d'Épinal. Ça montrait, c'est sur plusieurs villes comme El Rouat, Gherdaya, beaucoup le Sahara algérien, les oasis, El Ménéa, Timemoun, Djelfa, tout ça. Et ça montre la vie au quotidien. Exact, leurs habitants. Les habitants, les habitudes, les us et les coutumes c'était vraiment, comme on dit, transversal. Et donc le livre est rehaussé par les textes de ces auteurs qui, l'un a fait une poésie, l'autre a fait une note monographique. Chacun a apporté quelque chose ça touche. Et justement, Djawdet, ils ne sont pas tous écrivains, il y a des journalistes, il y a des journalistes, il y a des gens des poètes, des gens qui vivent des gens sensibles, dans ces régions. In situ. Voilà, pas forcément des écrivains qui ont collaboré à l'écriture. Des écrivains. Voilà, donc il y a ce livre est sorti en 2018. Et il est très intéressant parce qu'il fixe, pendant une époque donnée,
les us et les coutumes des habitants de ces régions-là. Vous avez le jeu, vous avez les jeux, le marché, les traditions, et ça a été pris sur le vif. Il n'y a absolument aucune mise en scène. Il n'y a pas de mise en scène. Donc c'est ça un peu qui était intéressant. Et donc ces photos qui ont été sauvegardées par deux hommes, Patrick de Boissieu et ensuite Luc Feuilly, ils les ont classées, numérisées et triées pour être mises à la disposition gratuitement sur un site www.ccdsgardaya.org. Et donc vous pouvez, il y a quasiment 18 000 documents qui peuvent, c'est-à-dire fournir 10 900 livres, ce qui est quand même intéressant, et 30 000 clichés. Donc clichés en noir et blanc qui sont d'une qualité vraiment esthétique excellente. Et vraiment c'est très très intéressant de découvrir ce livre-là. Voilà. Puis après, on va passer, donc, ça c'est le Oasis, c'est Images d'hier, Regard d'aujourd'hui. C'est un ouvrage collectif, photographie du Centre culturel et de documentation saharienne, du CCDS de Gardaya, coordonné par Lazare Lepter, avec déjà plein d'auteurs et d'autrices qui sont, enfin je dis aussi auteurs avec eux à la fin, comme ça. Bien sûr, puisque... Et voilà, donc après on va retourner vers le nord. Oui, donc aujourd'hui avec vous, on va également aller à la visite d'un quartier, dans la ville d'Oran, plus exactement, très bien, c'est ça, voilà. Donc on va revenir un peu vers la Méditerranée, du côté, en regardant un peu du côté espagnol, à travers cette très belle ville qui est la Joyeuse, n'est-ce pas, Oran, le Bahia, donc, ou alors l'Anjoué, ou l'Agué, ou toutes ces choses-là. Et donc aussi, donc on a perdu une personnalité qui s'appelle Ben Smaïn Ben Nouri, et qui est un libraire. Donc, pour paraphraser Ahmadou Ampateba qui disait que chaque vieux qui meurt est une bibliothèque qui brûle, moi je dirais chaque libraire qui meurt est quand même des milliers d'informations ou de savoirs qui disparaissent. Et donc, on voulait rendre hommage un peu à ce monsieur Ben Nouri, qui a été une institution dans un quartier phare d'Oran qui s'appelle le quartier de Miramar. Donc, on partage un peu cet amour de ce quartier qui est situé au centre d'Oran. Et c'est un quartier qui peut être fier d'avoir 4 librairies. J'ai eu plaisir à partager, c'est un grand libraire. D'ailleurs, on remarque l'élégance du personnage, sa posture, sa stature. Et ça vous donne une idée de la qualité de ces personnages qu'on a perdus. Mais en même temps, il a incarné aussi la présence dans ce quartier qui est celui de Miramar, au centre d'Oran. On partage un peu ce point de vue avec Karam El-Kibir qui nous a annoncé cette disparition. Karam El-Kibir qui est journaliste dans un quotidien national. Et aussi, bon, il est de la ville d'Oran. Il a beaucoup écrit. Il a écrit chez Apic. C'est un écrivain de la jeune génération avec Jawad Rostom, avec tous ces jeunes qui émergent sur la scène littéraire algérienne. Et Hada Karam El-Kibir, justement, elle a partagé avec nous un peu son amour de ce quartier de Miramar, qui a c'est un peu le quartier latin, il le dit lui-même, c'est un peu le quartier latin d'Alger, enfin algérien. Et il décrit un peu ce quartier de très belle manière en nous disant, ça donne sur le front de mer, c'est un peu le centre... vivant le cœur vivant d'Oran, il y a la cinémathèque, l'Institut français avec une très belle bibliothèque à disposition, il y a des bibliothèques, il y a des associations, il y a des associations artistiques, littéraires et tout. Et donc c'est très intéressant parce qu'il remonte toute la scène culturelle est très présente dans ce quartier. Maintenant, le secret est levé. Quand vous lirez les livres d'Akram El-Kibir, il y a beaucoup de ces choses-là qui sont citées. Donc ça marque justement son amour pour cette ville. Et c'était intéressant, à travers
action, enfin une disparition, Oui, tout à fait. Une occasion justement une occasion de triste parler. De parler quand même Oui. de ce quartier qui, à contrario, est en vie et continue d'incarner la vie à travers ses libraires, à travers ses gérants d'associations, toutes ces choses-là. Ces acteurs, et ces acteurs, même les cafés, il décrit des cafés, il décrit des cafés dans lesquels les gens se rencontrent, discutent, ils refont le monde. Et tout ça, c'était donc très intéressant. Donc on remercie quand même à Kamal Kébir. Et on va découvrir après, dans les prochaines émissions, on va découvrir justement un peu ce côté vivant d'un quartier qui incarne justement la vie culturelle de ce quartier. Donc, très bien. Donc voilà. Aujourd'hui, vous avez tenu à rendre hommage à travers ce les personnages comme déjà. Ismaël Nouri ont été des acteurs fondamentaux de la culture. Ça a été des passeurs de savoir et donc l'hommage est mérité. Oui. Il était nécessaire aussi parce que les libraires sont vraiment des passeurs, ce sont dans la transmission, ils sont importants et vitaux. Voilà. D'accord, très bien. Djawdet, on va revenir au livre, donc Oasis, Images d'hier, Regard d'aujourd'hui. Est-ce que c'est un livre qu'on peut retrouver facilement dans les librairies? Oui, bien sûr, il est disponible pour tous les lecteurs. Voilà. D'accord. Il ne coûte pas cher aussi, c'est vraiment un livre à offrir, vraiment à offrir. Un beau cadeau. C'est un livre qu'on peut feuilleter ensemble avec nos amis, avec ceux qu'on aime. Tout à fait. Et c'est très, très important. C'est très important. C'est un très beau livre. C'est assez original comme conception, comme idée, parce qu'on pensait vraiment à tout, sauf que une période, ça n'a rien à voir avec la colonisation, ça n'a rien à voir avec les images qui étaient prises par les militaires, des images assez monographiques, assez cliniques, qui étaient aussi intéressantes parce qu'on remarque le regard dur des personnes. Là, non, là, c'est vraiment la vie au quotidien, sans voyeurisme exacerbé, sans position dominante. C'est pour ça que le livre était très intéressant. Et d'ailleurs, ce centre de documentation, je pense qu'ils ont terminé de numériser toutes les photos. Justement, cette démarche est très importante pour la conservation justement de ces beaux clichés. C'est une grande partie de notre histoire. Les clichés sont autant esthétiques que documentaires. Et c'est ce qui est intéressant dans ce livre. Il est à découvrir vraiment et facilement identifiable. Ça s'appelle Oasis. C'est en noir et blanc. Paru chez Chihab, dans toutes les librairies. Et justement, Djawdet, toutes les photos sont en noir et blanc qui sont à l'intérieur de ça. Évidemment, la période a été, je pense que la couleur n'existait peut-être pas encore. Peut-être un peu plus tard. Voilà. Et donc, c'est en noir et blanc, donc ce qui n'altère en rien est effectivement leur qualité esthétique et leur qualité de représentation. Exact. J'imagine qu'il y a eu des rencontres autour de ce livre pour le présenter déjà lors de sa sortie. Plusieurs fois, enfin 2-3 fois, plusieurs. on en a parlé, il y a eu un débat, il y a eu une rencontre avec les auteurs, Zahari Repter notamment, et qu'on salue ce matin, s'ils nous regardent. Voilà, de Chihab, dans lesquels ils ont manifesté vraiment un très grand... Pourquoi ils ont fait ça, l'intérêt pour lequel ils ont fait ce livre. Ce travail et l'hommage rendu justement à ces personnes qui étaient humaines, à dimension humaine, et qui n'étaient pas là en dominateur. C'était assez intéressant. Et où ils ont découvert justement un pan entier de nos traditions, de notre culture. C'est un ouvrage ethnologique qui reste de référence avec les 30 000 documents qui existent et qui ont été, je pense, maintenant complètement numérisés. Donc c'est à disposition, c'est gratuit. Il y a même le site, quand vous accédez au site du CCDS, on peut redonner justement l'adresse du site. Donc l'adresse du site, je vais retrouver mes fiches. Ne vous perdez pas. Voilà, c'est c'est donc le 3w.ccds.gardaya.org. Donc, je répète, www.ccds.gardaya.org.
Donc on peut retrouver justement toutes ces belles C'est à photos. disposition de tout le public, c'est gratuit et c'est d'une qualité vraiment immense. D'accord. Voilà. Jawdet, merci pour le Merci choix à vous. d'aujourd'hui. Le plaisir Donc est pour est-ce que moi. vous avez une idée de ce que vous allez nous présenter la semaine prochaine? Oui. On le garde, vous le gardez Voilà. pour vous? Oui, en tout cas, un auteur très intéressant qui va nous parler de l'histoire ottomane et d'un personnage un peu inspiré du Raïs Hamidou, Oui. mais complètement romanesque et vraiment une très belle histoire avec un auteur qui n'est pas très connu, mais dont la qualité est excellente. D'accord, Je très ne dis bien. que ça. Merci Jawdet, ça donne envie Merci en à tout vous. cas. Je ne sais pas si je vais être là ou Nour Houda qui va être là ou Ça fait- Amel vous Ulmi, êtes toutes, mais en tout cas, je toutes, vous regarderai de l'autre côté pour Voilà, justement très bien. découvrir l'ouvrage que Vous êtes vous toutes avez l'intention de nous appréciables, présenter. merci à vous. Merci Jawdet, très Merci, bonne le journée à plaisir vous est et pour moi. prenez soin de vous Merci. également. Au revoir. Donc on rappelle que l'émission est sponsorisée par Coral Peinture et avant de retrouver nos prochains invités, je vous invite à découvrir ces belles images. Voilà donc de belles images récentes de cette année offertes par les membres de l'association Les Amis donc du Djurdjura que nous retrouvons justement tout à l'heure par Skype pour nous parler de toutes les activités qu'ils proposent justement aux amateurs d'activités en extérieur. Et il est temps pour moi d'accueillir mon invité. Il s'agit de Fatah Abed. Bonjour. Bonjour, merci Comment beaucoup. ça va? Alhamdulillah. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup également pour l'invitation. Donc Bon, aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, vous êtes là pour parler de la plateforme Ahmini, effectivement. donc, qui est initiée par des professionnels de la santé. Exactement. Et puis, depuis le début de cette pandémie, une multitude d'informations qui circulent sur les réseaux sociaux, rumeurs, fake news. Et c'est justement pour ça que vous avez décidé de vous orienter vers ça. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette démarche? Bien sûr, bien évidemment. Alors tout d'abord, je souhaiterais commencer et souligner également que l'initiative Ahmini a été débutée par la Fédération algérienne de pharmacie, d'accord, en collaboration avec d'autres sociétés savantes, notamment l'Académie algérienne d'allergologie, la Société algérienne de cardiologie. Nous avons également la Société algérienne d'hypertension artérielle, d'autres associations également comme la CEPA, l'association des étudiants en pharmacie d'Alger. Nous avons même le Croissant Rouge, les professionnels de la santé et même les étudiants en sciences médicales ont été impliqués dans cette démarche inclusive. Donc, plusieurs acteurs. Exactement. Voilà, plusieurs acteurs. Alors en fait, vous avez parlé des fake news et c'est quelque chose de très important en fait parce que justement la démarche Ahmini vise à informer
sensibiliser et vulgariser par rapport aux informations en fait, qui circulent sur le Covid dans les réseaux sociaux, dans les sites, dehors, dans la rue, ce qu'on entend sur le Covid, etc. Qui sème la panique, la terreur chez le citoyen, l'internaute également. Exactement, c'est ce qui sème non seulement la terreur, mais également de fausses informations sur le Covid. Nous avons vu plusieurs informations par rapport au nombre de cas, au nombre de mortalité, morbidité par rapport au Covid. Beaucoup d'informations en fait de fake news. Comment on pouvait l'attraper, on en a vu de toutes les couleurs. On en a vu de toutes les couleurs. En fait, c'est pour ça que l'initiative Ahmini, toujours initiée par la Fédération algérienne de pharmacie, a vu le jour très rapidement ici en Algérie. Tout à fait. Le 17 mars 2020. Dès le début de la pandémie, nous avons en fait entamé cette démarche qui visait en fait à informer le grand public, à les sensibiliser vis-à-vis de cette maladie, etc. Mais également de leur offrir en fait une plateforme fiable de communication où ils pouvaient en fait trouver dans la plateforme un ensemble d'informations concernant le Covid par rapport à sa mode de transmission. Par exemple, c'est ce qu'on retrouve dans le site www.ahmini.org. On retrouve des informations générales sur le Covid. Nous avons même ajouté en fait une section plus tard en fait qui traitait des questions les plus importantes ou plutôt les questions les plus posées par le grand public. En fait, par rapport, par exemple, est-ce qu'il existe ou pas un vaccin, est-ce qu'il existe ou pas un traitement, est-ce que nous avons d'autres modes de transmission, par exemple par les moustiques, etc. On a vu beaucoup de théories en fait, qui stipulait en fait que par exemple le Covid pouvait se transmettre par des moustiques, etc. comme d'autres maladies d'ailleurs en infectiologie. Donc Ahmini plutôt visait à justement canaliser les bonnes informations, les informations les plus précises et fiables pour les mettre dans un seul canal de communication et les transmettre aux citoyens. D'accord. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire comment s'organise justement le travail de toutes ces personnes? Comment vous vous organisez? J'imagine qu'il y a plein d'informations. Comment s'organise votre travail? Exactement. En fait, il y a vraiment plein d'organisations à faire. Il y a toute une structure en fait. Et c'est là en fait qu'on retrouve un peu la touche de la Fédération algérienne de pharmacie parce que cette fédération a toujours visé à impliquer les jeunes dans la structure. On retrouve beaucoup de jeunes dans la structure. C'est une structure assez jeune, je dirais. Et en fait, on s'organise comme dans toutes les structures des associations et des organismes. Tout simplement, nous avons toute une équipe par exemple de médias et publications qui s'engagent à publier par exemple les posts, etc. Une équipe de rédaction qui rédige en fait le contenu scientifique, une équipe même de traduction parfois des contenus médicaux qui ont été par exemple publiés en anglais par les sites comme les sites de l'OMS, etc. Donc on va traduire ces textes-là, non seulement en français, mais également en arabe pour le grand public, pour toucher une plus grande audience. Nous avons par exemple une équipe d'analyse d'audience, une équipe de communication. En fait, c'est toute une structure qui a été déployée dès le début du Covid. On a été répartis avec différentes tâches, etc. On a dû parfois faire de la polyvalence pour pallier à toute cette demande, en fait, et toute cette pression, surtout au début du Covid, je dirais vers les environs d'avril-mai. On a eu une très grande pression où on devait s'organiser très rapidement. Tout à fait. Lors des pics, lors des pics surtout, en fait, où en fait, déjà le déploiement de toute cette démarche, de toute cette initiative Ahmini a dû se faire très rapidement, a dû se faire de façon spontanée. On n'a pas vraiment eu le temps de nous organiser en fait, ou d'établir toute une structure, mais on a tout de même réussi à établir une structure initiale, ensuite y travailler à chaque fois. On a eu, disons, des petites pauses entre les pics, en fait, où on pouvait mieux s'organiser, mieux revoir notre stratégie, dire oui, voilà, il faut se concentrer sur ça, il faut améliorer ça. On a amélioré encore le site encore plus. En fait, plus le Covid était ici présent en Algérie, et plus on se renforçait, plus on prenait des armes pour... vous étiez motivé. On était plus motivés en fait à combattre cette maladie, à combattre avec notre savoir, etc. Exactement. Et à sensibiliser les gens, les citoyens, mais également les professionnels de la santé, les pharmacies de ville, les médecins de ville, les centres de prise en charge du Covid-19, etc. On a fait la totale. Voilà. Très bien. Donc, vous avez réussi à toucher un grand public, j'ai envie de dire. Exactement. En fait, c'est-à-dire c'est des efforts qui donnent quand même de bons résultats par rapport à... Parfait. En fait, le début de l'initiative Ahmini, on n'a pas voulu, on n'a pas voulu seulement nous focaliser en fait sur les citoyens. Se focaliser sur les citoyens était quelque chose de très important au début, mais également les professionnels de la santé, car à un moment donné, ces mêmes professionnels de santé étaient désorientés par rapport aux fake news justement. C'est pour ça qu'on y revient. Donc Ahmini a voulu toucher une audience qui touchait non seulement les citoyens,
avec toutes ces catégories, ces différents catégories, etc. Mais également les professionnels de la santé, comme j'ai cité précédemment, les pharmacies de ville, les médecins de ville, les centres de prise en charge du Covid-19, et même les pharmacies hospitalières, etc. D'accord. Donc aujourd'hui, quels sont vos réels objectifs aujourd'hui? Parfait. Alors en fait, déjà, nos réels objectifs, c'est par rapport déjà à transmettre une information fiable et précise, parce que c'est devenu un challenge de nos jours. Voilà. Parce qu'à force en fait, de recevoir par nos équipes des informations médicales en fait, qui nous viennent de différentes sources, déjà notre premier objectif, c'est déjà de transmettre une information médicale précise et fiable, qui est vérifiée par nos équipes et par des comités scientifiques, mais également de sensibiliser, de continuer à informer par rapport au Covid. D'ailleurs, nous avons une démarche que nous faisons de façon quotidienne, qui est par exemple de publier toujours des chiffres du Covid de façon quotidienne, tous les jours. Le nombre de personnes. Voilà, exactement, le nombre de personnes atteintes, le nombre de personnes qui est guéri, etc. Donc cette démarche, en fait, c'était l'une de nos objectifs, à maintenir déjà cette démarche de sensibilisation quotidienne, parce que c'était ça peut-être le challenge. Justement, est-ce que c'est des publications quotidiennes, hebdomadaires, comment vous vous organisez, ou alors c'est selon l'actualité, comment s'organise? On marche selon l'actualité, pour dire vrai. C'est-à-dire, par exemple, nous avons récemment eu l'actualité, par exemple, du vaccin. Oui. On s'est déployé très rapidement pour parler du vaccin. On a publié plusieurs articles pour les professionnels de la santé, pour les informer par rapport à ce vaccin. On a traduit des articles scientifiques qui parlaient justement, qui traitaient des vaccins des vaccins candidats en fait pour la maladie. Donc on s'est déployés tous pour cette démarche en fait qui visait à toujours sensibiliser. Et par rapport aux publications, en fait, nous sommes présents sur tous les réseaux. Je citerai notamment Facebook, voilà, les réseaux sociaux en général, le site déjà. Exactement, le site déjà pour commencer, c'était www.ahmini.org, mais également sur les réseaux sociaux pour toucher justement un plus grand nombre de citoyens et de personnes. On s'est déployé à travers Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et même à travers YouTube où on mettait des vidéos de vulgarisation par rapport à la maladie. Par exemple, depuis le début, nous avons publié des vidéos explicatives par rapport au Covid, sur le mode de transmission. Vous avez réalisé vous-même? Vos équipes ont réalisé? Nos équipes ont réalisé ces vidéos. Parfois, on faisait appel à des aides externes par rapport à l'équipe. Par exemple, pour une telle ou telle compétence dans le design, dans tout ce qui est montage, etc. Il fallait faire avec ce qu'on avait dans l'équipe, mais également on avait beaucoup d'aides par rapport. C'est pour ça que j'avais cité justement les collaborations qu'on a eues. Parce que donc c'est grâce à beaucoup de collaborateurs en fait que vous avez pu concrétiser ce projet et surtout bien le concrétiser. Exactement, j'aimerais beaucoup insister sur la collaboration qui a été très bénéfique en fait depuis les débuts et même jusqu'à maintenant. Nous sommes le 8, le 7 décembre, nous avons eu une nouvelle collaboration, nous sommes toujours en train de collaborer, d'ajouter plus de collaborateurs à l'initiative. En fait, c'est plus une démarche inclusive qu'exclusive. Donc nous cherchons toujours à augmenter le nombre de l'équipe pour en fait renforcer nos rangs. Voilà. Et justement aujourd'hui, est-ce que les internautes ou les citoyens peuvent vous poser des questions s'ils ont des inquiétudes, ou est-ce que vous êtes apte à répondre à des questions directement? Bien évidemment. En fait, à travers la messagerie, nous sommes en train déjà de répondre à un bon nombre de personnes en fait, qui nous posent par rapport des questions par rapport, surtout récemment, nous avons eu beaucoup de réponses, de questions plutôt par rapport au traitement du Covid. Est-ce que le vaccin existe, n'existe pas? Est-ce qu'on va avoir le vaccin? Toujours on essaie de divulguer l'information. Suivant le ministère de la Santé, d'ailleurs, le ministère de la Santé et de la réforme hospitalière et le ministère du Travail et de l'Emploi sont des collaborateurs également dans ce projet-là avec le Croissant Rouge. Donc on essaie de toujours divulguer l'information qui a été publiée par le ministère de la Santé par rapport par exemple au vaccin, qui a été surtout ce qui a été dit par le professeur par exemple Kamal Sanhaji par rapport à la démarche prudentielle de l'Algérie vis-à-vis du vaccin. On nous pose beaucoup de questions par jour en fait, c'est pour ça d'ailleurs on a ajouté une section spéciale dans le site. Justement, comment s'organise le site? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça? Comment s'organise? Exactement. J'imagine qu'il y a différents axes. Exactement. En fait, le site est divisé selon différents axes. Il est très simple d'utilisation parce qu'il touche un plus grand nombre le but, c'est de toucher un plus grand nombre du public. Donc, le site, il est très simple. Vous entrez dans le site, vous avez des informations au début générales déjà sur l'initiative Ahmini. Qu'est-ce que c'est Ahmini? Ensuite, nous passerons on va parler directement du Covid, une sensibilisation du Covid, sa mode de transmission, etc. Les informations générales sur le virus. Ensuite, les symptômes les plus fréquents, donc avec des schémas, des graphes, etc. pour montrer et sensibiliser de façon un peu plus, disons, un peu plus
un peu plus précise et un peu plus facile en fait au grand public. À comprendre, à comprendre, bien comprendre. Exactement. Également, nous avons des cartographies, des graphes, etc. pour les différents nombres de cas dans les différentes wilayas, avec une cartographie de toute l'Algérie, avec le nombre de cas en fait par wilaya, etc. Pour voir un peu où ça région. Les gens peuvent se situer. Exactement, pour les gens en fait puissent se situer en fait dans le wilaya, est-ce qu'ils ont beaucoup de nombre de cas, etc. Ensuite, dans la partie inférieure du site, nous allons justement trouver cette partie de questions-réponses. C'est un petit Q&A que nous avons lancé en fait, qui répond en fait à beaucoup. Personnellement, j'y vais beaucoup. Oui, c'est intéressant parce que vous êtes en contact direct justement avec ces personnes. Voilà, exactement. En fait, alors ce qu'on fait, on analyse tout simplement les questions qui nous sont posées le plus fréquemment. Justement, quelles sont aujourd'hui les inquiétudes du citoyen algérien? Quelles sont les questions qui reviennent, j'ai envie de dire, beaucoup? En fait, ça dépend de la période et le pic. Voilà. Je me rappelle qu'en mars, avril, mai, nous avons eu beaucoup de questions par rapport à qu'est-ce que le Covid. Oui, c'était tout nouveau, donc il fallait déjà récolter un maximum d'informations fiables juste concernant le... Exactement, il fallait plus aller vers les définitions de base, expliquer c'est quoi déjà un virus avant d'aller vers le coronavirus, d'expliquer un peu les principes de transmission des virus, etc. Mais maintenant, on retrouve que les citoyens ont été, disons, plus sensibilisés vis-à-vis du virus. On trouve des gens, des citoyens normaux qui ont une culture générale sur les coronavirus. Décidément, je me dis, parfois, c'est des gens vraiment qui ont percé un peu dans le domaine par curiosité. Et là, la tendance va s'inverser. Peut-être que même vous allez récolter des informations. Parfois, on récolte des informations qui sont un peu nouvelles. Parfois, on se dit, tiens, c'est une nouvelle information. On est passé à côté de ça. On est passé à côté de ça, je crois. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de littérature médicale qui sort à propos du Covid. Oui, et les gens s'intéressent beaucoup et se documentent beaucoup. Beaucoup. Parfois, on se dit, bon, attendez, il faut qu'on vérifie ça avant qu'on vous dise est-ce que oui, c'est vrai ou pas. Parfois, ils nous dévancent d'une démarche ou deux dans l'initiative. Donc voilà, mais sinon, on cherche toujours à vérifier ces informations par des comités scientifiques, par nos équipes, ensuite la divulguer de façon plus claire. Très bien. Aujourd'hui, des projets? Des projets, déjà, le premier projet, tout simplement, c'est de maintenir sa structure, de maintenir cette cadence, je dirais, parce que tout simplement, après déjà une année du Covid, enfin, presque, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Donc déjà, c'est maintenir cette démarche est l'une des projets que nous réalisons. Également, nous cherchons à améliorer encore plus le site, parce que déjà, dans sa structure initiale, le site n'était pas aussi développé. Nous avons encore ajouté des questions. Nous sommes en train d'ajouter maintenant et de travailler plus sur les articles concernant le traitement, parce que apparemment ça fait beaucoup parler dans la rue, donc on entend beaucoup de rumeurs, etc. Donc on essaie de façon, par exemple cette semaine-là, nous avons publié à travers nos plateformes, surtout Facebook, nous avons publié beaucoup d'articles concernant les vaccins quotidiens surtout, la démarche du vaccin et quelles sont tout simplement les populations à prioriser en cas de vaccination. Donc nous allons sensibiliser plus le public par rapport à ça. Monsieur Fatah Abed, merci pour toutes ces informations et bravo pour le travail que vous faites. Merci. Très bonne journée à vous et prenez soin de vous également. Et avant de nous quitter, je vous propose donc d'apprécier ces belles images et on revient juste après avec nos prochains invités. À tout de suite.
Le Bonjour d'Algérie continue. Je vous rappelle que l'émission est sponsorisée par Coral Peinture et il est temps pour moi d'accueillir Filla Abras, toute rayonnante ce matin. Bonjour Filla. Bonjour Lydia. Comment ça va? Très bien, merci. Vous avez passé un bon week-end? Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Les enfants vont bien? Alhamdoulilah, en gardant les gestes barrières tout à pour éviter le coronavirus. Oui, on a intérêt. Ce qui est très important. Voilà, pour se protéger et protéger les autres et notamment sensibiliser les enfants par rapport à ça. Effectivement. Et aujourd'hui, Filla, c'est une toute autre thématique que vous avez choisi de partager avec nous ce matin, avec les téléspectateurs. Il s'agit de l'enseignement des enfants autistes et de l'importance des auxiliaires de vie scolaire, AVS, pour les accompagner justement dans le cursus scolaire. Oui. Voilà. Alors d'abord, il faudrait expliquer ce que c'est l'autisme. Ce n'est pas une maladie mentale en fait, quand c'est un trouble du neurodéveloppement, c'est-à-dire des altérations du cerveau qui se manifestent avant la naissance du bébé, c'est-à-dire il y aura un problème de motricité, de perception, des émotions et les interactions sociales. En Algérie, sachez que la circulaire interministérielle ordonnée par l'État algérien à travers le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Solidarité et de la Famille et la condition de la femme stipule et se basant sur la Constitution que tous les enfants ont droit à une scolarité à partir de l'âge de 6 ans. Aussi, la circulaire, je rappelle ça, la interministérielle numéro 1 du 3 septembre 2019 comprend un rappel des mesures ainsi que des dispositions relatives à la scolarisation des enfants qui ont des besoins spécifiques. Mais qu'en est-il en réalité en Algérie? Alors sachez qu'il y a plusieurs familles en Algérie. On avait donné déjà un chiffre. Il y a 300 000, pratiquement 300 000 enfants qui sont atteints de troubles du spectre autistique, le TSA, c'est-à-dire qu'en fait, quand les familles ne peuvent pas toutes prendre en charge leurs enfants et leurs enfants ne sont pas tous scolarisés au sein des établissements scolaires privés ou étatiques parce qu'ils ont le droit de les scolariser comme le stipule, vous l'avez dit, la circulaire interministérielle. Sauf que le fait qu'ils ne peuvent pas, c'est une question de moyens. Il y a des établissements spécialisés, certes, mais qui ne sont pas assez suffisants, en fait, vu les moyens financiers qui sont limités des parents, en fait, parce qu'il faut avoir un auxiliaire de vie scolaire, l'AVS. Et ce n'est pas évident pour tout le monde. Alors, en fait, l'intégration de l'enfant dans une école spécialisée ou dans une école normale est très importante et très primordiale parce qu'un enfant autiste peut cacher beaucoup. Un génie, en fait, il peut être un génie. On a donné déjà des exemples, comme par exemple Albert Einstein, c'était un autiste, comme par exemple Amadeus Mozart, c'était un autiste. Le physicien Paul Dirac, qui est un autiste, et aussi il était détenteur d'un prix Nobel en 1933. Et je citerai également Bill Gates. Mais comment faire pour les enfants autistes? Ils ont besoin en réalité d'un programme en fait pédagogique spécifique, mais également d'une thérapie intégrée, c'est-à-dire il y aura un programme scolaire pédagogique et il faudrait intégrer également une thérapie pour des enfants. Comment faut-il s'adapter avec ces enfants? Il y a en fait ça a été numérisé avec un besoin d'individualisation, c'est-à-dire prendre un enfant en charge lui seulement. Voilà, c'est pour ça en aparté. Il doit être dans un groupe, mais il ne peut pas travailler dans un groupe. Il doit être pris en charge en aparté, mais il doit être assimilé dans une classe avec d'autres élèves. C'est l'individualisation de son besoin. Également, il y a un besoin de visualisation. L'enfant autiste a besoin de voir et de regarder. On ne peut pas lui parler de quelque chose de concret. C'est comme tous les petits-enfants, même s'il a 6 ans, 7 ans, 8 ans, il doit voir ce qu'il doit apprendre. Également, il y a le besoin de structure, c'est-à-dire si l'enfant est mis dans une classe, la classe ne devrait pas changer. Il a ses repères, même à la maison. Il aura ses repères. Si sa chambre, par exemple, sa chambre à coucher comporte un bureau, un lit, une télévision, une petite commode, ça ne devrait pas changer du jour au lendemain. Il faudrait le préparer. C'est des enfants qui aiment bien la stabilité. La stabilité des choses. Ils ont du mal à s'adapter aux changements. Voilà, aussi. Ils ont le repère. Ça devrait être la même chose en classe. Et ça, ce n'est pas évident pour tous les enfants, en fait, dans les écoles, que ce soit privées ou étatiques. Et c'est l'idéal qu'il y ait des établissements scolaires pour enfants autistes. Au-delà de ces besoins, il y a un besoin de cohérence. L'enfant, il semble naturel, on le sait tous. Une personne qui est malvoyante, elle a besoin par exemple de lunettes. Une personne qui souffre qui est handicapée moteur, elle a besoin d'un fauteuil roulant. Alors c'est la même chose pour un enfant autiste. Ils ont besoin d'un besoin spécifique, d'un accompagnement, d'un AVS, un auxiliaire de vie scolaire. Et ce n'est pas évident. L'État, il n'y en a pas assez pour tout le monde. On avait dit qu'il y avait pratiquement 300 000 enfants. On ne parle pas d'adultes, mais enfants autistes en Algérie. Il n'y aura pas
il n'y a pas assez en fait compte d'AVS pour les accompagner. Mais il faudrait savoir également quel serait le programme en fait compte adapté, qu'est-ce qui se fait ailleurs. Quel est le programme adapté pour que l'enfant se sente à l'aise, puisse apprendre. On avait parlé, Lilia, qu'il faudrait qu'il y ait un programme pédagogique allié à une thérapie. C'est-à-dire qu'il faudrait allier les deux pour qu'il y ait un programme spécifique et prendre en charge les enfants autistes convenablement pour qu'ils laissent émerger leur génie, leur savoir-faire, ce qu'ils maîtrisent. Parce que Dieu sait qu'ils sont capables. Ils sont très capables, ils maîtrisent beaucoup de choses. Alors en fait, quand la compréhension, on sait très bien qu'il y a des altérations de compréhension chez les enfants autistes. Ce qu'il faudrait faire, d'abord, les accompagner et leur parler doucement. Il faut constituer des phrases simples et pas compliquées, aller progressivement, c'est aller en progression dans leur apprentissage. Les difficultés, ils ont des difficultés attentionnelles, on le sait tous. Ils sont un petit peu éparpillés, ils écoutent, ils ne sont pas tout le temps attentionnés. C'est pour ça qu'il faudrait aller doucement avec eux, leur apprendre les choses et éviter de travailler en groupe, en classe. Voilà. Autre chose, l'enseignement doit comporter des méthodes d'intervention, comme vous avez dit, éducatives et thérapeutiques, chez les enfants et puis chez les adultes également, parce que malheureusement, tardivement, il y a certains qui partent tardivement à l'école. L'enfant TSA doit être d'abord inclus dans une classe normale. C'est très important pour lui parce que l'intégration sociale va petit à petit l'adapter à un environnement qui va changer, que ce soit en classe ou chez lui. Mais c'est plus important que ce soit un milieu très stable en classe, qu'il n'y ait pas de changement. C'est-à-dire les élèves en classe, il va les reconnaître. Petit à petit, il va connaître son camarade de classe, leur nom, leur prénom. Mais s'il y a un nouveau en classe, ça va le perturber. Il faudrait qu'il y ait une stabilité. Aussi, utiliser des mots simples et pas de bruitage. Il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de bruitage parce qu'il ne reconnaîtra pas les sons. Autre chose, la progression de l'apprentissage qui doit se faire petit à petit. Et à la maison comme à l'école, il faudrait lui donner des consignes, de petites consignes. Ne fais pas ceci, mais il faudrait il faut pas lui dire, par exemple, range tes affaires sans lui montrer. Il faut qu'il y ait une image qui va allier une phrase simple qui va allier un geste. Le geste. Maintenant, il y a autre chose. Il faudrait savoir féliciter les enfants autistes, leur dire bravo, comme tout enfant. Ce que je vous propose, avant de continuer, c'est de découvrir ensemble un reportage. Donc, vu qu'on parle de la scolarisation des enfants autistes, je vous propose un reportage pour les voir dans des crèches et on revient juste après pour continuer d'en parler. L'autisme est un trouble neurodéveloppemental. Il peut se manifester entre 1 et 2 ans, touchant les garçons plus que les filles, affectant différents champs du développement de l'enfant, moteur, sensoriel, sociabilité et langage. Une éducation adaptée comporterait la mise en place de repères structurants, une compensation partielle des déficiences et d'une stimulation des compétences pour mieux les développer. Pour ce faire, les professionnels possèdent différents outils de travail qu'ils mixent souvent entre eux pour s'adapter au mieux à l'enfant et aux objectifs d'apprentissage fixés. À l'exemple de la crèche Al-Mourouj de la CNAS qui leur a consacré des salles de travail spéciales. Oui, on a aménagé cette salle pour les enfants qui ont de troubles, qui ont des besoins spécifiques. On a inspiré des approches, l'ABA, le Chopler, Touch, plusieurs approches. On a un matériel de Montessori. On travaille sur les axes, sur des axes, l'imitation, la motricité générale et la motricité globale, la perception visuelle, que ce soit visuelle ou le langage, la cognition surtout. Il y a des jeux éducatifs. L'autonomie, on travaille sur l'autonomie. Là, on est en train de travailler sur l'autonomie. C'est des gestes quotidiens que l'enfant doit pour s'habiller. C'est vraiment pour le fonctionnement. Ryan. Voilà. Il faut qu'il apprenne à ouvrir et à fermer. Allez. C'est surtout l'autonomie qu'il apprenne. Ryan.
Voilà, il faut qu'on fasse le geste pour qu'ils nous suivent automatiquement, qu'ils apprennent. Mais c'est des gestes très simples. Donc, dès qu'il est ici l'enfant, et surtout on est dans le visuel. Et surtout avec l'enfant, c'est dans le visuel. Voilà. Donc dès qu'il réussit quelque chose, il est tout content. Il faut vraiment lui montrer qu'il a réussi à faire la chose. Et pour nous, il n'y a pas de différence. Tous les enfants sont normaux et voilà. النشاط التالي اللي راني نقوم به هو نشاط حسي حركي، يعني علاقة ما بين تنسيق ما بين البصر واليد، والهدف منه تربية المهارة اليدوية. والنشاطات هذه متعمدة على الحركة العامة، نشاط ملء وفرغ الصندوق، تركيز على عملية لعبة هذه الصيد، نصطادوا هكا السمك ونخرجوهم. كاين ألعاب أخرى متنوعة. Tiens, parce que petit chatra. Très bien, chatra. On est en train de faire l'enfilage avec l'enfant. C'est de la psychomotricité fine. Et ça l'aide ça favorise la coordination oculo-manuelle. On a aménagé pour assurer une bonne prise en charge à ces enfants-là. On a aménagé 3 salles, une salle de psychomotricité. Là, on a un programme hebdomadaire spécifiquement à cette tranche d'enfants. On a aménagé aussi un atelier de relaxation et de détente pour ces enfants-là au moment d'agitation. Des fois en classe, les enfants sont agités. Autre axe de la prise en charge des enfants autistes, leur intégration dans un milieu ordinaire. Les autres enfants sont un fabuleux modèle à suivre pour progresser, à condition que cette intégration soit bien accompagnée. Voilà, Fla, donc le reportage est réalisé par notre collègue Sabrina Khalifi. Il reflète exactement ce que vous disiez tout à l'heure. Mais malheureusement, je pense que ce n'est pas tout le monde qui a accès à ce genre de prise en charge. Ce qu'on vient remarquer, Lilia, que chaque enfant était accompagné d'un auxiliaire. Tout à fait. Une personne, un adulte qui a accompagné un enfant, et c'est assez coûteux en fait. Oui. C'est assez coûteux pour les parents. Et je rappelle en fait quelles sont les méthodes d'apprentissage. C'est des gestes simples, des mots simples, visualisés, et puis aussi féliciter l'enfant, l'encourager. Vous avez vu comment l'enfant a réagi quand elle lui a dit bravo, de manière régulière. C'est très spontané et c'est très important pour l'enfant pour son épanouissement. Et pour cela, il faudrait qu'il y ait des AVS, les auxiliaires de vie scolaire. Quel est le rôle en fait? Le rôle est très important pour que l'enfant, en fait, qu'on s'épanouisse, l'enfant dépasse son handicap et puis l'enfant se découvre. Et puis, il doit répondre à certains AVS, doit répondre à certains besoins d'accompagnement spécifique, accompagner, comme l'avait dit, individuellement chaque enfant autiste. Il constitue également un facteur essentiel du potentiel et des chances de réussite des enfants scolaires, des enfants autistes. On avait dit très bien tout à l'heure qu'il y a des génies qui se cachent derrière ces enfants autistes. Il faut qu'on leur donne leur chance de s'épanouir. Et puis, il permettra, en fait, quand l'AVS permettra à votre enfant de développer ses capacités d'apprentissage, de communication et d'autonomie et surtout d'intégration sociale. Mais aussi l'accompagner, en fait, si c'est dans un établissement scolaire, à la cantine, pour les repas, aux toilettes et pour apprendre des gestes d'hygiène. Voici le rôle d'un AVS. Mais malheureusement, on va le dire et rappeler, il n'y a pas assez d'AVS
d'auxiliaires de vie scolaire pour tous les enfants autistes qui sont très jeunes. Ça, ce qui est le grand malheur des parents, parce qu'en fait, compte, c'est un coût, c'est un salaire. C'est un salaire en plus de l'intégration de l'enfant, de l'inscription de l'enfant dans un établissement privé spécialisé pour enfants autistes. Oui, et justement, Fela, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des formations pour les AVS ou comment ça se passe? C'est le ministère de l'Éducation nationale, en collaboration avec le ministère de la Famille, en fait, compte, qui avait mis en place une série, en fait, compte, des sessions de formation pour les AVS. Il y a eu une sortie, on va dire une promo de pratiquement 200 personnes, il y a de cela, c'était en fin 2018, début 2019. Mais qu'en est-il pour cette année? Il n'y a pas encore de session de formation vu la pandémie du Covid-19. Mais ça va venir, j'espère que ça viendra, ça va soulager réellement les parents déjà. Pour l'instant, je pense que c'est un peu plus que la moyenne. C'est-à-dire qu'il y a plus de la moitié d'enfants ont justement accès à des AVS. En fait, il y a, oui, on va dire plus que la moyenne. Oui, c'est vrai, effectivement. En fait, il y en a assez pour une moyenne. On avait dit qu'il y avait 300 000, pratiquement 300 000 enfants autistes, je parle des enfants et pas des adultes, qui ont des AVS. On va dire la moyenne, la moitié, mais ça reste en fait insuffisant. Il faudrait qu'il y ait plus d'auxiliaires de vie scolaire pour les accompagner et leur apprendre à l'intégration de la vie sociale, parce qu'en fait, ils pourraient retrouver une normalité de vie dans un milieu ordinaire. Oui, voilà. Donc, fais un petit résumé. Alors, ce matin par rapport à cette thématique. À cette thématique, en fait, quand les enfants autistes, je rappelle que ce n'est pas une maladie mentale qui pourrait se développer dans un milieu ordinaire. Il faudrait qu'il y ait des outils, en fait, contre les personnes qui vont les accompagner, des outils, et puis qu'il faudrait qu'il y ait un programme pédagogique et thérapeutique à la fois. Allier les deux, ça donnera des enfants, peut-être des génies, et qui vont en fait, s'épanouir, construire leur avenir et l'avenir du pays. Oui, tout à fait. Et là, par rapport à la situation actuelle, donc à la pandémie de la Covid-19, quelle est la situation justement de ces enfants? Comment ça se passe pour eux? Malheureusement, en fait, quand en ayant demandé à droite et à gauche, en faisant leur défaveur, j'ai envie de dire. Oui, malheureusement, parce qu'en fait, quand les enfants autistes n'ont pas été intégrés d'une manière, on va dire, normale, avec les enfants dans les écoles, les établissements scolaires, qu'ils soient privés ou publics, tout simplement à cause de la pandémie. On sait très bien que les enfants autistes, ils sont très, on va dire, turbulents quelque part. Et ça va en fait compte, est-ce qu'ils vont suivre les gestes barrières par rapport à la pandémie? Ça, ce n'est pas évident. C'est qui cause un grand problème pour les parents, surtout ceux qui travaillent. Ou qui va garder leurs enfants? Faut-il payer un auxiliaire par exemple, une maman qui a un enfant déjà en bas âge et qui est dans une crèche, elle paye pour cela. Pour d'autres enfants, faut-il amener un auxiliaire de vie scolaire et ça représente un autre salaire. Ça, c'est très coûteux. Vu la situation actuelle, j'espère, Inch'Allah, que ça va se débloquer et puis que chacun retrouvera la vie, le cours normal de sa vie. Tout à fait. Et là, il y a aussi des associations qui œuvrent justement qui travaillent justement pour le bien-être de ces enfants. Il y a beaucoup d'associations qui font un grand travail, de proximité déjà. Et puis il y avait des sessions, en fait, on va parler de rencontres parents et enfants autistes avec les auxiliaires de santé, par exemple, plutôt de l'auxiliaire de vie, de scolaire, avec ces associations qui les organisent. Mais maintenant, je rappelle, malheureusement, encore une fois, vu la situation actuelle sanitaire, n'arrange pas les choses, voilà. Il y a, mais sinon, les associations font un grand travail. Il faudrait les saluer également. Très bien. Fella, merci. Merci pour le choix de cette thématique et l'occasion pour nous de saluer justement les parents et les associations et toutes les personnes qui travaillent dur pour le bien-être de ses enfants. On rappelle que cette émission est sponsorisée par Coral Penture et avant de nous quitter, là, je vous propose d'apprécier, de regarder cela et on revient juste après. À tout de suite.
Enfin, une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les maths à faire. Et on rappelle que cette émission est sponsorisée par Coral Peinture. Et il est temps pour moi d'accueillir mes invités. Je l'avais annoncé tout à l'heure. Il s'agit du docteur Houssine Malika. Bonjour. Oui, bonjour. Merci à vous. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Donc ce matin, vous êtes là pour parler du centre d'accompagnement et d'assistance des malades, ADM. Voilà. Voilà, merci à vous d'être là. Et puis, monsieur Amir Sidali. Oui. Bonjour. Bonjour madame, merci pour l'invitation, ravi d'être parmi vous ce matin. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Donc aujourd'hui, vous représentez l'association Chemin du Savoir. Oui, association scientifique Chemin du Savoir, Tirmiti. D'accord, très bien. Donc, je vais commencer par la dame, honneur aux dames ce matin. Je le disais, un centre d'accompagnement des malades, d'assistance et d'accompagnement des malades à l'échelle nationale et internationale. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous présenter déjà cet organisme? Voilà, donc Centre ADM International. Donc, c'est un organisme, c'est un centre d'accompagnement et d'assistance des malades. Donc, soit en Algérie, soit à l'étranger. Oui. C'est un centre, voilà, donc composé de plusieurs personnels de la santé, des administrateurs et des agents donc, qui veillent donc, sur l'accompagnement des malades. Voilà. On s'occupe beaucoup plus d'organiser les séjours aussi donc, des malades à l'étranger. Justement, alors il y a plusieurs volets. Plusieurs. Voilà. Est-ce qu'on peut justement en parler un par un, puisque il y a plusieurs volets en fait. Voilà, donc au fait, déjà on accueille, c'est un centre physique qui existe en Algérie, à Tizi Ouzou et en France. Oui. C'est là qu'on accueille les malades qui se présentent, des malades désespérés, des familles désespérées et tout, donc qui se présentent avec un dossier médical, qui cherchent voilà, un deuxième avis médical ou une autre prise en charge. Nous, on s'occupe beaucoup plus voilà, de contacter d'autres médecins, soit à l'échelle nationale ou internationale, pour une prise en charge de sa pathologie. D'accord. Vous organisez également pour la prise de rendez-vous? Voilà, toute la prise de rendez-vous, les contacts et tout. Donc, en Algérie, soit on oriente le malade vers l'hôpital, voilà, donc adapté à sa pathologie. Ou bien à l'échelle aussi internationale. D'accord. Et aujourd'hui, vous travaillez en collaboration avec plusieurs associations, c'est ça? Justement, c'est là que l'on a... D'où la présence de monsieur Amir Sidali. Donc, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous présenter un petit peu l'association que vous représentez ce matin? Donc voilà, je suis membre fondateur et trésorier général de l'association scientifique Chemin du Savoir. C'est une association qui est siégée dans la commune de Tirmitin. Tirmitin, c'est un village qui est situé à 13 km au sud-ouest de la ville de Tizi Ouzou. Donc c'est une association à caractère scientifique, mais qui englobe plusieurs domaines dedans.
Il a été créé en janvier 2014, donc il a 6 ans d'existence quand même. Créé par un groupe de jeunes bénévoles qui ont une grande volonté du changement. Oui. Bon, intitulé Chemin du savoir en kabyle, Evrin Tmousni. Donc, on a eu l'occasion. Voilà, donc aujourd'hui, comment vous avez fait justement pour collaborer avec le docteur Houssine Melika et l'établissement qu'elle représente ce matin? Voilà, donc il y avait une patiente, une jeune patiente, une lycéenne qui est atteinte d'une maladie chronique, insuffisance rénale au stade de greffe, insuffisance rénale au stade terminal, nécessitant une greffe rénale à l'étranger bien sûr, parce qu'à défaut de donneur ici en Algérie, il a fallu qu'il soit transféré à l'étranger. Donc ça a nécessité une somme vraiment colossale pour sa prise en charge. Comme les parents ne pouvaient pas répondre à ça, donc il y avait le cri de détresse, il y avait le cri de cœur de la famille de la patiente. Tout à fait. Au début, ils ont commencé par une collecte, on peut dire, de la région, un petit peu anarchique, mais vu qu'ils nous ont contactés, on a encadré la quête pour la récolte de la somme dont la patiente a besoin pour ses soins à l'étranger. Donc au début, il y avait son père qui est venu nous voir en tant qu'association. Vu qu'on est, dans le domaine, c'est une association. En même temps, on a organisé plusieurs campagnes de dépistage dans le domaine de la santé. Donc ils vous connaissent, ils savent que vous êtes dans le domaine de la santé. Donc ils sont venus vers vous pour trouver une aide, pour avoir un avis peut-être? Tout à fait. Et nous, on a fait appel aux autres associations du village. Donc il y avait un collectif d'associations. Qui se sont mobilisés. On a fait tout le nécessaire. On a fait des imprimés, on a fait des appels pour tous les citoyens du village, même les villages voisins. Vous avez élargi un petit peu l'appel. Donc on a commencé par organiser la procédure pour la collecte de l'argent. Bien sûr, il a fallu avoir des autorisations au niveau des collectivités locales parce que quand même c'est une opération qui n'est pas dédiée aux associations parce que l'association avant tout après c'est un organisme à un but non lucratif. Donc il a fallu avoir des autorisations, certaines autorisations pour cette démarche. Voilà, pour pouvoir circuler à l'extérieur. Et c'est ainsi que la collecte a commencé. Il y avait tous les jeunes du village qui se sont mobilisés. Tout le monde s'est senti concerné. C'est comme si c'était la sœur de tout le monde. Vu que c'est une jeune patiente qui est une lycéenne, qui vient de commencer sa vie. C'est vrai. Voilà, donc chaque jour, les groupes, des groupes de jeunes, de moins jeunes, des personnes, même tu peux dire des personnes âgées, qui se sont mobilisées. Ils se déplacent quotidiennement dans les différents axes de la wilaya. Pour la collecte. Pour informer un maximum de personnes. Voilà. D'accord. Et ensuite, comment ça s'est terminé? Donc au bout de 3 semaines, je dirais, au bout de 3 semaines, quoique c'était pas vraiment évident avec la conjoncture actuelle qu'on vit, avec la pandémie et tout, mais vu qu'il y avait la bonne volonté, il y avait le dévouement de tout le monde, au bout de 21 jours, on a pu collecter la somme que la patiente en avait besoin pour ses soins à l'étranger. Donc pour la suite de la procédure, il a fallu, on nous a orienté vers le centre ADM de la procédure pour le transfert des malades d'Algérie à l'étranger. D'accord. Et c'est ce qui s'est fait? Oui, c'est ce qui s'est fait. La procédure est en cours de... D'accord. Donc comment vous procédez justement pour organiser tout cela à votre niveau? Voilà, donc à notre niveau, donc le malade ou les parents du malade vont se présenter avec le dossier médical à notre niveau. Là, donc, on va étudier le dossier et on va l'envoyer à l'hôpital qui va s'en charger de délivrer un devis estimatif des soins. Et bien sûr, donc, si c'est une pathologie qui se soigne à l'étranger ou pas. Donc, une fois l'hôpital, bien sûr, on est conventionné avec la plupart des hôpitaux de l'espace européen. Donc, une fois il va nous établir un devis estimatif des soins, nous on remet le devis donc, pour les parents de la malade ou malade. Et là, c'est là qu'ils vont commencer la collecte
d'argent et de tout. La somme, en fait, une fois, voilà, dont donc, ils ont besoin. Voilà, donc une fois la somme est là, nous, on va effectuer le transfert, bien sûr, du montant à l'hôpital, qui va nous délivrer une attestation de paiement de ces frais à l'hôpital. Et là, on va commencer le transfert du malade à l'étranger. On va continuer de parler de tout cela. Je vous propose une petite halte voyage ici en Algérie, bien évidemment, puisque nous avons avec nous M. Zindine, le chef de l'association les randonneurs du Jura. Bonjour Azdine. Bonjour Zindine. Bonjour madame. Comment ça va? Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, alhamdoulilah. Et vous, ça va la base? Très bien, merci d'être avec nous ce matin, de nous faire un petit peu voyager. Alors, quel temps il fait du côté de Tikjda, là où vous êtes? Bon, on est à Tikjda, il est un peu frais, beaucoup frais quand même. Oui. Bon, il y a la neige en hauteur, mais ça va neiger un peu, Inch'Allah, ce soir. Oui. Bon, le climat, il est agréable pour marcher. Oui, j'imagine que ça fait du bien. J'ai ramené avec moi ma femme aussi, hein. Pour en profiter. Oui. Très bien. En tout cas, c'est de belles images que vous nous proposez ce matin. Merci. Dites-moi, Zindine, donc aujourd'hui, nous allons aussi un petit peu parler de votre association, les randonneurs du Djurdjura, qui propose beaucoup d'activités pour les amateurs d'activités en extérieur. Les randonneurs Idourar Ndjerdja. Idourar, c'est le Ndjerdja. Oui. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de ce que vous proposez? Association. Bon, c'est une association qui a été agréée il y a quelques années. Bon, on était formé depuis un peu longtemps. On s'est arrêté pendant la décennie dramatique. Mais on a repris dès les années 2000 jusqu'à 2007. Ensuite, on a refait l'association. On propose des randonnées en famille, des randonnées en groupe. Il y a des amis qui ont fait avec eux des bivouacs dans des propositions à travers le parc de Cheria, le parc de Djurdjura. Il y a aussi le parc du Medded. Il y a celui de la forêt de Anbar de Tismsilt. Il y a de belles images et de Betna. Il y a aussi le parc de Djidjel et le parc de Gouraya. Gouraya, c'est tous des parcs, vraiment, c'est magnifique. Ils ont un paysage, une nature sublime. D'accord. Donc justement, des destinations que vous proposez aujourd'hui aux gens qui viennent vous voir, qui viennent à votre association? Oui, c'est ça. On a aussi une page sur Facebook qui s'appelle aussi les randonneurs. Idourar Ndjerdja. Oui. Beaucoup de gens nous suivent et ils cherchent toujours à passer des moments. Aussi à travers notre on fait aussi des pollutions des sites parce que on profite de la nature, mais il faut toujours aussi la soigner. Hein. Justement, c'est plus important. Justement, là, à travers l'écran, on est en train de découvrir de belles photos que nous avons trouvées sur votre page Facebook, donc à Tamgot et Akfadou, avec de la neige. C'est de belles photos que vous avez postées. Oui, oui, absolument, oui. Oui, c'est vous qui les avez prises? Bon, c'est des sites vraiment sublimes, surtout la forêt d'Akfadou. Le lac. C'est une forêt de. Il y a le lac. Le lac Noir également. Oui, le lac Noir. C'est une forêt apparemment de chêne liège et de zène. Mais ici à Tikjda, au Djurdjura, c'est plutôt le cèdre.
En tout cas, c'est de très belles photographies. Sans oublier bien sûr le côté occidental de Tel Aguilef. Il est plus beau et moins fréquenté. Oui, il y a aussi le singe Mago. Oui, on le voit, il est tout près. Oui. On le voit. Le singe Mago, il est vraiment. La profilation elle est plus grande durant les années précédentes. Donc il n'y avait pas de trafic humain et matériel dans les parcs. Donc il s'est replacé dans sa zone. Tout à fait. Comme bien sûr, il y a d'autres animaux. Oui. Il y a d'autres animaux comme la hyène tachetée de Berbérie. Il y a aussi le loup doré africain. Et il y a des aigles, il y a beaucoup de faune, surtout au Djurdjura. D'accord. En tout cas, vous avez de la chance justement de parcourir toutes ces belles régions. Merci. On vous invite et on invite notre ami Yazid aussi de venir avec nous. Oui. Il y a aussi une chose que je n'ai pas parlé, il y a aussi une chose, notre association, elle fait aussi des événements caritatifs. Oui. À travers nos randonnées, on se déplace dans des zones pauvres, dans des zones reculées. Oui. Il y a des gens qui souffrent aussi. On a fait plusieurs événements. L'hiver, on fait des événements, on les appelle les hivers chauds. On ramène du matériel pour ces gens-là. Très bien. On essaye de faire de notre mieux. Très bien. Merci. On ne vous a pas vu. Est-ce qu'on peut vous voir, Zindine? Oui, bien sûr. Au moins avant de nous quitter. Merci. Merci à vous. Vous êtes munis d'un bonnet, d'une veste. J'imagine qu'il fait très froid de votre côté. Oui, il le faut. Hein. Très bien. Merci à vous. Merci d'avoir partagé ces belles images. Et merci pour ce que vous proposez justement aux amateurs et aux amoureux de destination donc en plein. Merci à vous. À très vite. Merci à vous aussi, madame. Et on salue toute l'équipe de Canal Algérie. Bienvenue et Inch'Allah, on viendra vous voir avec grand plaisir. Au revoir. Voilà, donc un beau petit voyage. Il faisait froid de là où vous venez, j'imagine. Oui, il faisait froid, surtout ce matin, oui. Oui, très bien. Donc on va continuer. On parlait à l'instant des procédures, justement, de transfert des personnes malades. Donc vous vous occupez de ça? Voilà, justement, avant Covid, on s'occupe beaucoup plus. C'est une procédure trop simple. Une fois donc, le malade est prêt, on présente le dossier complet au consulat qui va délivrer un visa dans les 2-3 jours, maximum une semaine, un visa médical. Donc le malade va se présenter à l'hôpital, bien sûr, commencer ses traitements. Il sera toujours accompagné par l'équipe ADM internationale, composée de médecins, d'infirmiers et d'interprètes. Parce que généralement, on ne fait pas que la France et tout. Oui, on il y a va d'autres aussi, pays où il est nécessaire justement de un interprète compétent, voilà, donc qui va faire comprendre, c'est-à-dire toutes les procédures, bien sûr, aux malades. En arabe, en français, en kabyle et tout. Une fois le malade donc, il a terminé ses traitements dans l'hôpital, bien sûr, il est aussi accompagné par l'équipe internationale pour rentrer pour au le pays, retour, bien voilà. sûr, pour le retour au pays. C'est ça. Mais après Covid, donc bien sûr, tout est bien sûr, tout est chamboulé, bien sûr, avec la cette situation pandémie actuelle. Voilà. Là, on a des malades, bien sûr, qui ne nécessitent pas un transfert d'urgence. Donc, à l'ouverture des frontières, on va présenter leur dossier est complètement complet, bien sûr, prêt. On a des rendez-vous même des hôpitaux qu'on est en train de décaler à chaque fois, voilà. Mais dès l'ouverture des frontières, bien sûr, ils vont se présenter aux hôpitaux. On tombe malheureusement sur des cas d'urgence, des extrêmes urgences. Là, on fait appel, bien sûr, à un avion médicalisé. D'ailleurs, on a 2 malades qu'on doit transférer vendredi, Inch'Allah, pour un malade pour une greffe de foie, plus un cardiopathe de 4 ans, skin. Voilà, on est obligé de faire appel à des avions médicalisés qui vont transférer malheureusement des malades lourds.
des maladies lourdes et qui nécessitent pas, et qui doivent c'est-à-dire être hospitalisés le plus tôt possible à l'étranger, bien sûr. Là, donc, on fait appel à des avions médicalisés, malheureusement, qui coûtent excessivement cher. C'est pas tout le monde qui peut se permettre ce luxe. D'accord. Il y a aussi le suivi des dossiers online. Donc, comment vous pouvez nous parler un petit peu comment vous procédez? Justement, parce qu'au fait, il y a des malades qui sont obligés de rentrer quand il y a la fermeture des frontières. On était obligés de rapatrier tous nos malades qui se présentent à l'étranger. Qui étaient déjà partis. Étaient déjà partis en mois de janvier, février et tout. Et là, ils sont avec la fermeture des frontières, il y a donc la coupure de traitement. Tout à fait. En fait, il y a des cancers des cancéreux, il y a et tout. Donc ils sont en train de communiquer avec des téléconsultations avec justement les médecins donc font des téléconsultations directement avec le malade. Ils peuvent les orienter. Ils nous demandent aussi des imageries récentes, des IRM et tout qu'on transmet aussi aux malades et on leur envoie aussi donc les résultats des IRM ou des scanners et tout. Et aussi donc ils commencent donc le suivi. Oui, justement, ce suivi, comment il se passe exactement? Tout le temps. Donc le malade va se présenter au niveau de notre centre. D'abord, le médecin va nous donner un rendez-vous de téléconsultation. Voilà. Le malade va se nous présenter, se déplacer au niveau de notre centre. Il va se communiquer avec une téléconsultation avec le malade. Voilà. Et là, c'est bien organisé. Oui, c'est très très bien organisé. En fait, nous, à chaque fois le malade se présente à notre niveau, on prend son numéro de téléphone, là où il est joignable. Dès que le médecin nous appelle, nous on contacte le malade et ses parents bien sûr et toute sa famille. Ils vont se présenter pour une téléconsultation. Très bien. Donc je reviens à vous, Amir Sidali. Donc une belle expérience que vous avez eue avec le centre, notamment avec cette malade que vous avez pris en charge aujourd'hui. Oui, c'était une belle expérience parce qu'on a eu déjà une expérience avant cette malade. On n'avait pas eu connaissance du centre ADM, donc c'était vraiment une galère pour la malade pour qu'il soit transféré à l'étranger. Parce que, comme je vous ai dit, c'est la deuxième expérience qu'on est en train de vivre pour la collecte d'argent pour une patiente nécessitant un transfert à l'étranger. Mais cette fois-ci, on nous a orienté vers le centre ADM, ce qui a facilité vraiment la prise en charge de la malade. Certes que, comme l'a dit la dame, avec la conjoncture actuelle, ça a ralenti les choses. Ça a ralenti les choses et tout. Mais ça reste quand même, c'est un centre qui facilite vraiment beaucoup les choses pour les patients. Ça facilite la tâche pour les parents même parce que avant ça, c'était les parents qui faisaient toute la procédure. Voilà, et là justement, il y a des intermédiaires pour faciliter ces actions. Et justement, en parlant d'action, votre association mène d'autres combats, j'imagine. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de ce que vous faites sur le terrain concrètement, notamment en ces temps de pandémie aussi? Voilà, donc comme je vous ai dit, c'est une association à caractère scientifique, mais qui englobe 4 clubs à l'intérieur. On a un club scientifique qui s'occupe de tout ce qui est dépistage de maladies, campagne de sensibilisation. On a un club culturel qui s'occupe de tout ce qui est artistique, de tout ce qui est théâtre, de tout ce qui est... voilà. Donc, on a un club sportif qui a une équipe de football, une équipe de handball. Donc, il s'occupe de tout ce qui est des activités sportives. Comme on a un club humanitaire caritatif, d'ailleurs, le club humanitaire caritatif, on a organisé plusieurs opérations de charité. D'ailleurs, on a l'habitude de partir dans les maisons de retraite, dans les orphelinats. À chaque fois, on parle les VAR, on leur donne tout ce qu'on peut. Voilà, donc comme on a organisé déjà des activités, des opérations de charité, comme hiver chaud. Donc on a fait des collectes de couvertures, de vêtements. En ces temps de froid. On les a distribués pour les familles et les personnes nécessiteuses. Aussi le club humanitaire. Le mois de Ramadan, le mois de carême de l'année passée.
Oui. On a organisé des ftors collectifs. Des ftors collectifs, voilà. D'accord. Donc, en fait, plusieurs actions que vous menez. J'aimerais également parler d'un autre point, c'est que dans la commune, donc il y a de Tirmitin, un village a eu le prix du village le plus propre. Oui, on a eu 3 villages dans la commune de Tirmitin. Voilà. Donc, on a eu 3 villages qui ont eu le prix du village le plus propre. Donc, l'édition de l'avant précédente, c'était le village Ezmoul Meriem qui a eu le prix du village le plus propre. C'est un concours qu'organise l'Assemblée populaire du Tizi Ouzou chaque année. Tout à fait. En l'hommage à M. Rabah Hisset. Voilà, donc l'édition l'édition 2018, c'était le village Ezmoul Meriem qui a eu le prix. L'édition de l'année passée, c'était le village Avarin qui a eu le prix. Très bien. En tout cas, nous sommes fiers donc, de tout ce travail et de tous ces beaux villages que, bien sûr, contient l'Algérie. Mesdames, madame, monsieur, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Très bonne journée à vous. Prenez soin de vous. Et l'émission touche déjà à sa fin. J'espère que vous avez apprécié toutes les thématiques et vous retrouverez demain, Inch'Allah, Amal Ulmi. Au revoir. Très bonne journée à tous. And creams